Elle aime la vie, elle aime la finance, elle aime la santé, les relations humaines. Elle aime avoir du temps, elle aime les voyages, le sport, elle aime son fils aussi. Elle aime le soleil et le chocolat. Bonjour Marine. Bonjour Thérèse. Je suis ravie de te recevoir dans ce podcast Love Care parce que toi aussi, à ta façon, tu contribues à prendre soin de nos relations d'amour. Et d'une façon un peu particulière parce que toi, ce qui t'intéresse depuis quelques années, c'est la question de l'argent au sein de nos relations et particulièrement de l'argent au sein de nos relations de couple. Un sujet hyper tabou. Alors, on va en parler dans ce podcast, mais avant de commencer, évidemment que je voudrais que tu te présentes. Qu'est-ce que tu dirais de toi ? Du coup, je m'appelle Marine Boutet, je suis gestionnaire de patrimoine, je suis psychologue de formation. Je dirais de moi qu'aujourd'hui, j'accompagne les gens à mettre leur patrimoine au service de leur projet de vie. Donc, je vais vraiment parler de projets à court, moyen et long terme. Et ensuite, je parle de finances, comment y arriver concrètement, matériellement. Et donc, on va vraiment parler de psychologie et aussi de gestion des finances, de pédagogie budgétaire. Et alors, quel est ton parcours pour en arriver là ? Alors, mon parcours, j'ai été psychologue. D'abord, j'ai fait un bac ES. Après, je suis partie en licence de psycho, en master de psycho. Et ensuite, j'ai travaillé. J'étais psychologue de l'aéronautique navale. J'ai monté mon cabinet psy aussi à mi-temps. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait deux choses qui me passionnaient, c'était la santé et l'argent. Parce que sans une bonne santé, tu n'avances pas dans la vie, et sans argent, tu ne fais pas non plus grand-chose. Donc souvent, l'argent, c'est un sujet assez tabou, un sujet où quand on est une femme et qu'on parle d'argent de suite, on est soit avare, soit opportuniste, soit on est avec un militaire. D'ailleurs, je suis avec un militaire pour son argent, tout le monde le sait, bien sûr. Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions, à faire des investissements. C'est quelque chose qui m'a vachement intéressée. Je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout accompagnés. Nos conseillers bancaires étaient rarement là pour nous accompagner sur ces sujets. Il y avait très peu de connaissances et qu'il fallait justement être guidé. Donc j'ai commencé à m'interroger là-dessus. Mais est-ce que dans ton histoire de jeune fille d'abord et puis de femme ensuite, tu t'es rendu compte personnellement qu'il y avait un enjeu sur la question de la santé et l'argent, ou bien c'est juste que tu as vu une opportunité professionnelle parce qu'il y avait justement un manque ? Alors au niveau de la santé, au niveau de pourquoi je suis devenue psychologue de base, c'est grâce à toi. Parce que quand j'avais 16 ans, il y a un bouquin qui s'appelle Une jeunesse sexuellement libérée ou presque qui est sorti. J'avais 16 ou 18 ans, je ne me rappelle plus exactement, mais je me rappelle de ce moment où je lis ce bouquin et moi j'ai toujours cru que tu étais psychologue en fait. J'ai jamais compris que t'étais pas psy. Et du coup, quand j'ai lu ce bouquin, que je suis allée voir les confs sur YouTube, j'ai montré ça à mon frère et je lui ai dit, moi, je vais faire pareil, je vais faire la même chose que cette dame. Et du coup, je me suis lancée dans des études de psy. Ça m'a beaucoup plu. Et j'ai remarqué que les gens avaient vraiment besoin d'accompagnement aussi d'un point de vue de santé, enfin, d'un point de vue de santé mentale, Voilà, ce qui s'est révélé vrai, surtout en post-Covid, où il y a eu une explosion du besoin de psy. Et pour l'argent, mes parents travaillent à Carrefour depuis 20 ans. Ils n'ont jamais eu beaucoup d'argent, mais par contre, ils ont toujours épargné pour qu'on puisse faire nos études, pour financer les études de nos enfants, enfin de leurs enfants, pardon. Et donc là, je me suis dit, ok, c'est sympa, ils gagnent de l'argent, un petit peu, ils épargnent, et puis ensuite, finalement, ils dépensent. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, aujourd'hui en France, quand t'as pas de patrimoine, comment est-ce que tu fais pour t'en créer ? Enfin, comment est-ce que tu fais pour capitaliser, pour faire tourner et pour pouvoir créer de l'argent ? Et là, moi, dans le milieu social dans lequel je suis, tout de suite, c'est pas moral, tout de suite, c'est pas une question pour une femme, tout de suite, c'est pas... on a un côté un peu trop latin qui fait qu'on n'aime pas parler d'argent en France. Et donc, forcément, ça m'a intriguée. Et là où on n'a pas le droit, moi, j'y vais. Elle est incroyable, cette histoire. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup que tu aies lu ce livre quand tu étais adolescente, ce livre Une jeunesse sexuellement libérée ou presque. Ça me touche que ça t'ait donné envie de t'engager sur ces sujets d'amour, de relations, de sexualité. Et par contre, je suis absolument désolée pour cette erreur. Je ne suis pas du tout psy. En plus, je suis
assez anti-psy, moi. J'aime pas trop les psys, personnellement. Tu vois, j'ai un problème avec les psys parce que, en fait, je vais te dire pourquoi j'ai un problème avec les psys. Parce que, au départ, ma formation, c'est la philosophie. Évidemment, je me suis ouvert l'esprit et je trouve qu'il y a plein de psychologues qui sont fabuleux. J'en ai interrogé pas mal dans ce podcast aussi, Love Care, et j'aime les recevoir. Mais c'est vrai que j'aime à dire que je suis pas psychologue parce que c'est pas l'approche que j'ai de la personne humaine à la base. Marine, ça fait plusieurs fois que tu dis parler d'argent quand on est une femme, ça se fait pas. Il y a un tabou. Est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi est-ce que c'est un peu gênant de parler de ce sujet-là? Et alors moi, je te le dis très clairement, on ne m'a jamais expliqué comment gérer les finances. On ne m'a jamais appris à gagner de l'argent. J'ai fait ça toute seule comme une grande et mes parents sont épatés par ma vie professionnelle parce que alors là, ils comprennent pas du tout comment j'ai fait pour arriver là. Mais c'est toute seule en fait que j'ai trouvé à coup de niaque quoi. Et en même temps, je me suis plantée des tonnes de fois, surtout quand j'étais en couple, où j'ai complètement délégué cette question de l'argent à l'homme et j'ai divorcé. Et je peux vous assurer que j'ai tout perdu au change. Donc en fait, moi, je suis la caricature de la fille qui n'a pas du tout pensé à tout ça et qui finalement arrive dans une situation vraiment très problématique d'un point de vue financier dans les couples. Alors, justement, pour que ça n'arrive pas aux autres, cette discussion, elle est quand même importante. Je suis maintenant, aujourd'hui, sensible à l'aube de mes 40 ans. D'abord, première question, pourquoi c'est si tabou, cette question-là? Est-ce que tu as une réponse ou pas? Je pense que c'est culturel, tout simplement. Ça fait la partie de notre histoire. Avant, c'était les hommes qui géraient tout. C'est les hommes qui ramenaient l'argent au foyer. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui le font encore aujourd'hui en France. Hein. Et comme la femme ne travaillait pas, c'est l'homme qui gérait la partie finance. Et c'est marrant parce que les hommes gèrent la partie finance principalement dans un foyer, mais 70% de la consommation dans un foyer, c'est les femmes qui le font finalement. Mais je dis aux femmes, prenez votre indépendance sur ça. Soyez au courant de ce qui se fait. Affirmez vos choix. Moi, souvent, mon mec me dit tiens, il faudrait qu'on fasse ça. Je dis attends. Ton argent, c'est le mien, c'est le tien. Donc, non, on va analyser le pour et le contre. Et si on n'est pas d'accord, et dans ce cas, on trouve une solution en commun. Mais il n'y a pas de chacun fait son truc, quoi. C'est pas possible. Tu dis ça, mais il y a beaucoup de couples qui ont une gestion de l'argent où chacun a son compte, chacun a ses propres finances. Et pour le coup, sur le plan matériel, on vit comme des colocataires. Est-ce que c'est pas ça la solution? Il n'y a pas la solution. Moi, je dirais qu'il y a des différentes formes de solutions. Aujourd'hui, nous, par exemple, on est en comité de biens, donc on a mis en commun parce qu'on a un contrat de mariage qui dit qu'on doit mettre en commun, entre guillemets, on a choisi ça. Après, si demain, par exemple, mon cabinet explose, peut-être qu'on repassera en séparation de biens, on changera. Enfin, je sais pas de quoi sera fait l'avenir. En tout cas, je pense que ceux qui sont en séparation de biens, pour monter des projets en commun, c'est quand même très difficile. Moi, j'ai eu dans mon cabinet psy des patients qui me disaient, des ados qui me disaient, papa et maman, dès que je vais aller au cinéma, je vais voir maman en lui disant, maman, je voudrais avoir 20 € pour aller au cinéma. Elle lui donnait 10 et disait, va demander 10 à ton père. C'est ingérable dans le quotidien. Mais et en fait, finalement, c'est plus source de conflits que de réconciliation et que de projets communs à développer. En revanche, il faut voir proportionnellement à ce que l'on a aussi. Enfin, s'il y en a un, il arrive avec 1,9 million et que l'autre, il arrive avec 50 €, effectivement, la communauté de biens, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Donc, chaque personne a une vie, a des projets, a une situation financière qui est bien particulière. Et je pense que c'est vraiment du sur-mesure. J'entends bien ton idée de sur-mesure, évidemment, ça a beaucoup de sens. Mais est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner? Alors, on va prendre un cas de figure de personnes qui commencent une relation ensemble. Toi, tu leur conseillerais de gérer comment l'argent? Tu vois, à des jeunes ou à des jeunes couples. Alors, pour créer du capital, il y a 3 étapes. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Anthony Bourbon. Je sais pas si tu le connais, mais c'est un entrepreneur qui est excellent. Il est passé dans Qui veut être mon associé. Il y a 3 étapes. La première étape, c'est de gagner de l'argent. Déjà, si vous ne gagnez pas d'argent, on ne peut pas faire grand-chose. Donc déjà, c'est d'aller travailler. Et mine de rien, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne travaillent pas et qui ne veulent pas travailler. La notion du travail est quand même très compliquée aujourd'hui en 2024 et bientôt 2025. Donc déjà, travailler, avoir cette valeur du travail, de pouvoir accomplir ses rêves par le travail aussi.
Deuxième point, c'est d'épargner. Si vous travaillez mais que vous épargnez pas, vous remettez l'argent sur le marché et donc vous ne créez pas du capital. Ensuite, c'est d'investir. Et justement, souvent, on oublie cette étape. On gagne de l'argent, on épargne, mais on n'investit pas parce qu'on a peur. Alors, on peut faire des investissements qui sont petits, à la hauteur de notre profil de risque, qui est peut-être prudent, modéré, faible, peut-être fort. Mais par contre, voilà, le fait d'investir, le fait de pas investir, le fait de pas investir, de tout laisser sur un livret A, à 100%, vous allez perdre de l'argent. Parce qu'un livret A à 2,5-3%, avec une inflation à 6, c'est sûr que vous perdez de l'argent. Et pour vraiment créer du capital, voilà, c'est ces 3 étapes. 1, d'économie, de gagner de l'argent. 2, d'épargner. 3, d'investir. Sinon, c'est le serpent qui se mord la queue et on ne crée pas de patrimoine. Tout de suite, quand tu dis ça, je pense à un autre cas de figure. On commence une relation de couple et puis arrive une première grossesse et puis le temps de du maternage, mais on va prendre soin de l'enfant et peut-être qu'on va arrêter de travailler pendant quelques mois. Pour certaines femmes, pendant plusieurs années. Certains hommes peut-être aussi, qui peuvent décider de s'occuper des enfants. Et là, on fait comment quand le projet commun, c'est d'avoir un enfant, donc ça c'était ensemble, mais que finalement la femme ne travaille pas. Comment est-ce qu'on fait pour gérer l'argent dans ces cas-là? Est-ce que toi tu as des conseils? Alors moi je conseille à ce moment-là de faire vraiment une mise en commun parce que la femme ne travaille pas sur le marché, par contre elle travaille au quotidien. Gérer un enfant, moi je l'ai fait pendant 8 mois et je suis vite repartie travailler parce que c'est extrêmement dur, c'est extrêmement fatigant et c'est un travail qui est juste pas rémunéré. Donc, comment est-ce qu'on fait? Déjà, on met en commun puisque le travail de l'un est aussi le travail de l'autre. Et ensuite, créer 3 comptes. Un compte charge fixe, un compte charge consommable et un compte plaisir. Nous, c'est ce qu'on a mis en place directement avec mon mari dès le début de notre relation, de notre mariage. Voilà, d'avoir un compte dans lequel on a toutes nos charges fixes, appartement, loyer... forfait téléphonique, Netflix, des trucs comme ça. Charges consommables, donc on s'est mis une somme d'argent pour tout ce qui est courses, et pharmacie, médecin, esthéticienne, voilà. Et ensuite, il y a les petits plaisirs. Et donc là, on a une somme en fonction de du salaire, du mari, pour le coup, parce que moi, je me suis arrêtée 8 mois pour élever notre enfant. Et donc, tu as une somme de base et en fonction, tu mets une partie sur un compte épargne et ce qui reste, tu vas diviser en 2. Chacun a sa carte plaisir et donc, il peut dépenser en fonction de ce qu'il veut pour se faire plaisir. Et ça n'impacte pas la partie consommable et la partie, justement, charge fixe. Ça, c'est une proposition hyper concrète. Quand on a des grandes différences de salaire, comment on fait pour que ce ne soit pas une source de conflit au sein de la relation? Conflit, pourquoi? Parce que forcément, si je gagne plus, je vais peut-être m'autoriser davantage de choses. Et ces inégalités salariales, elles peuvent être compliquées à vivre dans une même relation. Tu vois, par exemple, si moi, je gagne beaucoup moins que mon conjoint, je ne vais pas m'autoriser des mêmes achats que lui qui va dire attends, je gagne bien ma vie, je peux me permettre, tu vois. Et ça peut être compliqué, non? J'ai une cliente qui est comme ça, c'est d'où la psychologie en fait, vraiment. Et là on fait presque de la psychologie de couple, c'est très compliqué parce que son mec gagne 8 000 voire 10 000 euros par mois, elle est clerc de notaire, elle gagne 2 500 max par mois. Le projet commun c'est d'acheter une maison à 1 million. Et bah oui. Mais sauf que si tu répartis proportionnellement, c'est quand même très compliqué parce qu'elle a 100 000 euros de côté. Je te prends un exemple, vraiment une étude de cas. Hein. Elle a 100 000 balles de côté et du coup, lui, il va avoir recours à son levier de l'emprunt. Elle aussi a son levier de l'emprunt, sauf que lui, il ne sera pas à son maximum. Donc, il pourra refaire des investissements sur son levier de l'emprunt. Elle sera à son max et en plus, toutes ses liquidités, elle les met dedans. Donc, elle n'a plus rien, elle est pouillée. Juste pour une maison à 1 million. Et en fait, concrètement, lui, il est capable d'acheter une maison à 1 million parce qu'il a le salaire pour. Elle n'est pas capable, en fait. Moi, je pense que le point numéro 1, c'est de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Même si on est en couple et même si l'autre a les moyens, c'est l'autre qui a les moyens. Si demain, vous vous divorcez, ta vie, toi, elle va vachement diminuer et tu vas redescendre vraiment très, très, très bas. Donc déjà, être conscient de ça, de se dire, toi, tu as besoin d'avoir cette mission à 1 million, mais prends-la alors.
Et moi, je vivrai dedans, mais donc, il y aura peut-être une séparation de loyer. Il y aura peut-être quelque chose à mettre en place concrètement pour pas être redevable envers ce mari. Mais par contre, quand on est en séparation de biens, en séparation des comptes, et que l'autre gagne 3 fois plus que toi, c'est son problème, c'est pas le tien en fait. Et toi, tu ne dois pas vivre comme une fille qui gagne 10 000 balles alors que t'en gagnes 2005, c'est pas possible. Je comprends ce que tu dis. Après, il y a plein de choses qui sont un peu de l'ordre immatériel quand on a un projet commun par une maison, mais qu'elle appartient plus à l'un financièrement, mais toi tu veux y accorder du temps, tu vois, à faire des travaux, à aménager cette maison, ça ne se calcule pas. Et donc quand il y a une séparation, finalement toi tu repars avec rien. Moi j'avais été très interpellée par la théorie des pots de yaourt. Je sais pas si vous connaissez, je pense que tu la connais cette théorie où en fait dans un couple, souvent l'homme va s'occuper parce qu'il a un plus gros salaire que la femme, va s'occuper des grosses dépenses, l'achat d'une maison justement, d'une voiture, des gros investissements. Et les femmes, parce qu'elles ont un salaire beaucoup plus bas, elles vont s'occuper des petites dépenses de la vie quotidienne, c'est-à-dire acheter du coup des yaourts, acheter des vêtements pour les enfants, acheter des petits éléments de déco pour la maison, voilà. Et quand il y a une séparation, ce qui va se passer, c'est que l'homme va repartir avec sa maison et sa voiture et tous les gros investissements qu'il a fait, et la femme va repartir avec ses pots de yaourt vides. C'est l'histoire de ma vie, ça. Et donc, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est fou, c'est exactement ça. Et c'est extrêmement problématique, finalement, parce que ça crée un sentiment quand même à la fois d'injustice et en même temps, moi, j'ai une grande culpabilité. Je me dis, je peux m'en vouloir qu'à moi-même parce que je n'ai pas été assez intelligente de prévoir ça et j'étais complètement naïve. Après, évidemment, j'en veux aussi, dans un premier temps, à ma culture familiale qui ne m'a jamais appris à être prudente à ce niveau-là et qui ne m'a jamais appris à être responsable. Mais bon, j'ai passé l'âge d'en vouloir à mes parents, donc c'est terminé. Donc je ne leur en veux plus maintenant. Et je me dis juste, je suis aussi responsable en tant que femme de ma façon de gérer l'argent. Et je me dis, en tant que mère de famille, tu vois, j'ai une fille de 16 ans, qu'est-ce que je devrais lui conseiller à ce niveau-là, tu vois, pour qu'elle ne fasse pas les mêmes erreurs que sa mère. Parce que je ne voudrais pas non plus tomber dans l'autre excès en disant, chérie, tu peux compter sur personne, que sur toi, sois indépendante financièrement. J'ai pas très envie d'être non plus dans cet autre excès, tu vois. J'ai pas... Toi, tu conseillerais quoi ? Moi, je conseillerais de lui inculquer la valeur du travail. Parce que peu importe les choix qu'elle fera, si demain elle est capable de travailler, elle pourra rebondir sur ses pattes. Ça, c'est le point numéro 1. En fait, si tu as investi du temps dans ton foyer et que c'était ce que tu voulais à ce moment-là, et que tu as perdu financièrement, c'est pas grave, tu as gagné tellement plus. Tu as gagné du temps avec tes enfants, tu as gagné une relation, tu as gagné plein de choses que ton mec n'a pas gagné finalement, tu vois. Mais c'est vrai que les hommes, en règle générale, et encore une fois, c'est pas des stéréotypes, c'est vraiment ce que j'observe factuellement dans mes clients, dans mes patients, investissent du temps dans leur travail, investissent sur eux, et c'est vrai. Et en fait, moi, je suis pas pour une égalité homme-femme dans le travail, puisque factuellement, on est biologiquement différents et on ne pourra jamais être égaux dans le travail. Biologiquement, une femme qui va porter un enfant, elle ne pourra pas avoir la même carrière qu'un homme qui ne l'a pas porté. On sera plus fatigué, on va accoucher, on va vivre un postpartum, on va gérer tout ça. Et notre état d'esprit, notre mindset, il sera focus sur le bébé qui va à la crèche, qui va le récupérer, etc., etc. Juste, si elle est capable de travailler et de se dire, voilà, à cet instant-là, je fais une pause dans ma vie pour pouvoir m'occuper de mon enfant, mais c'est ce que je veux vraiment, c'est très bien. Par contre, financièrement, le temps passé, il faut juste se dire, le temps passé pour faire les travaux de cette maison, c'est du temps que je ne passe pas à construire mon patrimoine. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Est-ce que c'est de faire toute cette déco avec mon mec ou sans mon mec ? Et est-ce que est-ce que je vais investir ce temps pour moi, pour construire ma boîte, pour construire mes compétences, pour construire... En fait, il faut être un peu égoïste aussi, hein. Faut pas se mentir, hein. Les femmes, on a tendance à être, on en parlait tout à l'heure, un peu naïves sur ça, à tout donner, à être très gentils, alors que les mecs, ils sont parfois très égoïstes, ils vont penser à leur carrière, à leur boîte, à leur développement, à leur patrimoine, et ils vont acheter leur belle bagnole parce que ça leur fait plaisir, et nous on est en mode, non mais une belle voiture, ça sert pas à grand-chose. Si ça te sert pas à grand-chose, très bien, mais achète-toi, je sais pas, un beau bijou. C'est un investissement, c'est très bien. J'aime bien ce que tu dis sur le fait de se poser toujours la question, est-ce que je suis bien là où je dois être et est-ce que je suis en accord avec ce choix que je prends ? Moi, c'est comme ça que je réussis à être apaisée par rapport à mon histoire financière, qui est pas très glorieuse, parce que y a des moments, effectivement, où j'ai diminué
mon travail pour m'occuper de mes enfants, mais quand je vois la qualité de relation que j'ai avec mes enfants, mais ça vaut tout l'or du monde. Et je vois d'autres personnes qui ont des millions et qui n'ont pas ça. Personnellement, moi, Thérèse, donc ça ne concerne que moi, je suis plus heureuse de ce choix-là et de la valeur que ça a donné plutôt que d'avoir un compte en banque hyper rempli. Mais ça dépend évidemment de chacun, de ses valeurs de chacun. Et tu dis aussi la notion de travail, ça me semble aussi très important. C'est fou parce que tu vois, moi, c'est pas du tout l'éducation que j'ai reçue. Tu vois, la priorité, c'était pas le travail. Alors, peut-être que je sais pas, j'ai une éducation un peu particulière, mais c'était vraiment plutôt justement de penser à construire sa famille et tout, et de donner aussi du sens au travail. Pour moi, c'est tellement important. C'est assez dingue parce que tu vas retrouver sur des Wikipédia ou je ne sais trop quoi me concernant, fait par je ne sais trop qui a envie de me discréditer, parce que voilà, il y en a beaucoup qui cherchent à faire ça, vu les combats que je mène, et on dit que je défends genre la femme traditionnelle, mère au foyer. Et alors ça me permet de rectifier ça. Jamais de la vie, j'ai défendu ce modèle de mère au foyer, parce que personnellement même, j'ai beaucoup de mal à y croire, dans le sens où je pense qu'on a toujours besoin d'avoir une activité à l'extérieur qui contribue au bien commun et pas seulement tournée vers la famille. Après, par contre, je prône un modèle qui soit très souple. Parfois, c'est juste quelques heures par jour ou quelques heures par semaine, peu importe. Mais je pense que c'est très important pour son équilibre personnel et son équilibre de femme d'avoir une activité aussi à l'extérieur et rémunératrice, qui quand même aussi donne de la valeur à ce qu'on fait. Après, je ne porte pas de jugement de valeur pour les personnes qui font ce choix de vraiment juste la vie en foyer, mais c'est pas du tout le féminisme que je défends ou la position que j'ai. Oui, je rebondis juste sur ce que tu dis, parce que quand bien même tu le serais ou que tu l'aurais été, tu as le droit de changer d'avis. Et je le dis vraiment parce que moi, j'ai 26 ans aujourd'hui, mon bébé a 18 mois, donc c'est encore un bébé, pas un grand garçon. J'aimerais bien qu'il écoute ça un petit peu. Et en fait, à un moment de ma vie, j'ai eu cette envie de rester au foyer, de me dire « Ok, je vais être femme au foyer, je vais avoir plein d'enfants, c'est ce à quoi j'aspire. » Et puis, boum, cet enfant est arrivé, et pas du tout, en fait. Je me suis dit, ah mais non, pas du tout, j'ai vraiment besoin de travailler. Et aussi, j'ai reçu une éducation vraiment dans le travail, effectivement. Et quand bien même, à un moment, j'ai pu dire peut-être pendant 1 an qu'il fallait, je sais pas, enfin, pas qu'il fallait, mais que en tout cas, moi, je voulais vraiment être femme au foyer et que c'était un bel épanouissement. Et en fait, j'ai changé d'avis et c'est OK. Enfin, il n'y a pas de... Et même de l'autre côté, c'est peut-être que dans 4 ans, j'aurai peut-être 4 enfants, j'en sais rien, et peut-être que je voudrais repasser femme au foyer pendant 2-3 ans. Peu importe. Mais 4 ans, 4 enfants, bonne chance. Hein. Mais attends, il y a une autre chose quand même importante dont je voudrais parler avec toi, qui est quand même aussi hyper tabou. C'est que cette indépendance financière qu'on gagne grâce au travail qu'on va faire, elle nous permet aussi une forme de liberté au sein de notre relation conjugale, et elle nous permet aussi de sortir d'une relation dans laquelle on ne se sent pas bien, parce qu'on a les conditions matérielles. Et là, c'est pas moi au départ qui le dis, c'est une Simone de Beauvoir et tout ce féminisme qui nous a rappelé que la condition matérielle, elle est aussi très importante. Et même si, à différents endroits, je suis pas toujours d'accord avec ce mouvement-là, je pense qu'il y a quand même quelque chose de très vrai. Parce qu'en même temps, je suis hyper pro amour durable et le mariage, etc. Et dans quelle mesure cette indépendance économique, elle fragilise pas un peu notre engagement du mariage et en même temps nous permet la liberté. Enfin, bon, vous entendez que je trouve ça compliqué comme histoire. Ça dépend de ta définition du mariage. Qu'est-ce qu'un mariage ? Est-ce que c'est une règle préétablie, tu vois, ou est-ce que c'est le fait de se porter l'un et l'autre à se pousser le plus haut possible ? Est-ce que ça dépend d'une culture ? Est-ce que ça dépend d'une éducation ? Est-ce que il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Moi, je parle de la définition primaire. Qu'est-ce que le mariage et qu'est-ce que l'amour durable entre toi et moi, en fait, concrètement ? Moi, quand j'ai dit à mon mari, écoute, là, je veux être femme au foyer, il m'a dit très bien, ok. Reste au foyer, on met des choses en place et tout. Quand je lui ai dit 8 mois plus tard, on trouve une place en crèche, je ne veux plus être femme au foyer, je veux monter ma boîte. Il m'a dit, attends, on se pose, on en parle, ok, très bien, on met les moyens en place et on y va. Parce qu'il savait très bien que si je mettais ça de côté, finalement, moi, je me perdais. Et en fait, on ne peut pas, même si on est complètement différents, qu'on a des idées différentes, etc., on ne peut pas se mettre l'un ou l'autre de côté parce qu'on avance ensemble, mais on est 2 personnalités complètement différentes. Donc, je pense qu'il faut s'écouter l'un et l'autre et se porter l'un et l'autre. Mais la notion, finalement, de dépendance, elle est vraiment rejetée
au profit de la notion d'indépendance. Et pourtant, l'amour nous invite à avoir une forme de dépendance. Donc comment est-ce que... je suis finalement dépendant de toi pour devenir vraiment moi. Et tu vois, c'est pour ça que tu entends dans mes questions, je ne suis pas très, très au clair par rapport à ce sujet-là, parce que je pense que c'est aussi intéressant, cette dépendance à l'autre matérielle. Par exemple, et je vais nous contredire ce que je disais, mais c'est pour te dire que ce n'est pas évident pour moi cette affaire-là. En fait, d'arriver, je le dis autrement, parce que... j'élabore mes questions au fur et à mesure de la discussion, mais d'arriver à tenir à la fois cette notion d'amour qui a cette expérience de dépendance et à la fois cette notion d'indépendance financière, c'est pas évident. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, j'aime bien ta proposition d'avoir quand même des comptes en commun pour qu'il y ait quand même du commun et aussi une forme de dépendance pour monter des projets qui sont importants, tu vois. L'amour peut aussi s'ancrer dans des choses très matérielles comme celle-là. Qu'est-ce que tu en penses quand je dis ça? Je suis désolée, mes questions, elles sont un petit peu... elles sont pas évidentes, mais parce que je trouve que c'est un sujet qui est pas évident. Donc, je te les pose comme je les ressens là. En fait, c'est pas une question d'indépendance ou de dépendance. Cette question-là, ou c'est pas une question de dominer ou de soumission, par exemple. Ça relève de la question de la liberté, en fait, surtout. C'est important. Moi, je dis tout le temps à mes clients, à mes patients... Je pense qu'un compte commun, même si vous êtes en séparation de biens, un compte commun, c'est essentiel. Vous pouvez, sinon, comme je dis, prends 10 euros, va demander 10 euros à ton père, c'est ingérable dans le quotidien, ça va entraîner plein de conflits et tout. Par contre, en fait, il faut juste connaître les règles du jeu dès le départ, savoir dans quoi est-ce qu'on s'engage, dans quel contrat. Je connais tellement de copines autour de moi qui sont femmes au foyer qui me disent « Quel contrat ? Je sais même pas dans quoi je me suis engagée. Ok, et si demain ton mec se barre ? Non, mais il se barrera pas. Ben attends... Aujourd'hui, t'as 20 ans, aujourd'hui, t'as 25 ans, mais attends, on va en reparler. Dans mon cabinet, j'ai eu tellement de femmes de 45, 50 ans, 60 qui m'ont dit « Je suis incapable de me barrer parce que en fait, j'ai jamais travaillé, parce que j'ai jamais eu un sou de côté. » Et c'est juste... tu es prisonnière aussi, tu vois. C'est pas possible de faire ça. Donc, juste d'établir les règles du jeu, de dire « Ok, dès le début, on se lance dans quoi ?» Moi, j'ai aucun problème de dire à mon mec, voilà, je m'arrête pendant 8 mois, je bosse pas et je gagnerai rien. Ou je lance ma boîte et au début, quand tu lances une boîte, tu ne gagnes rien parce que tu lances une entreprise. Mais par contre, en contrepartie, on connaît les règles du jeu, on sait dans quoi est-ce qu'on s'est lancé, on sait comment est-ce qu'on gère nos finances ensemble. Quand tu as un héritage, tu sais comment est-ce que tu le gères. Quand tu achètes un bien immo, tu sais à quel nom, etc. etc. Et tu sais... En fait, tu connais aussi les contours. Quand tu as un gros investissement, pourquoi est-ce que c'est à toi, monsieur, d'acheter la voiture ? Pourquoi est-ce qu'on ne l'achète pas ensemble ? Parce qu'on est de toute manière, même si vous êtes si vous êtes en séparation de biens, pourquoi est-ce que c'est à toi de l'acheter et pas ensemble finalement ? Et si vous êtes en communauté de biens, de toute manière, tout ce qui est à l'un est à l'autre aussi. Hein. Après, la communauté de biens et la communauté universelle, c'est quand même deux choses un peu différentes. Mais voilà, de connaître, d'être en connaissance de cause, d'établir les règles du jeu dès le début pour qu'il n'y ait pas un dominant et un dominé, mais qu'il y ait une liberté de l'un et de l'autre à faire ce que l'on veut et que vous ne soyez pas contraint de continuer cette relation parce que vous avez été dominé financièrement. Oui, ce que je retiens dans tout ce que tu nous as partagé, Marine, c'est que c'est très important de connaître les règles du jeu et de s'intéresser à la dimension matérielle de la relation qu'on est en train de tisser avec un autre, de s'intéresser à la question financière. Ça ne peut pas être délégué seulement à l'homme. On est des adultes quand on rentre en relation et d'avoir cette position d'adulte aussi vis-à-vis de l'argent parce qu'on a tendance à être très infantilisé et sans s'en rendre compte, souvent, quand on rencontre un homme, on va l'investir un peu du rôle comme un rôle paternel, il va s'occuper de nous, il va pourvoir à nos besoins. Évidemment, je dis ça dépend de l'histoire qu'on a vécue quand on était enfant, mais on peut arriver dans la relation de couple en étant dans cette position en fait très infantile. Et c'est ça qui va après se retourner contre nous, parce que si on s'engage dans une relation de couple, il faut s'engager comme adulte, quoi. Et donc par rapport adulte, ça veut dire je suis responsable des choix que je prends, je m'intéresse à cette question-là, et c'est pas un tabou. Et je pense vraiment que l'argent fait partie des plus grands tabous au sein des couples. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est extrêmement peu abordé. Avant, pendant une relation, c'est souvent abordé au moment où il y a une séparation. C'est là qu'en gros, tout explose. Mais combien tu gagnes précisément ? Qu'est-ce qu'on va mettre ensemble ? Mais c'est un énorme tabou. Tu vois, moi, je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui, Marine, parce que
Tu vois, c'est assez beau cette rencontre parce que tu t'es lancée dans ce domaine-là parce que tu as lu mon livre quand tu avais 16 ans. Et aujourd'hui, tu vois, en t'écoutant, j'apprends de toi. Tu vois, j'apprends de toi. Tu me permets d'ouvrir des perspectives et je trouve ça super beau en fait, cette... Enfin, voilà, c'est vrai, cette rencontre, c'est chouette, tu vois, ça me fait vraiment réfléchir à ma façon de faire et je me dis que j'ai encore beaucoup à apprendre et je suis certaine que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, qui nous écoutez, sont dans la même situation que moi. Marine, on va devoir s'arrêter, on en parlerait pendant des heures. Si tu avais une chose que tu voudrais nous partager pour terminer cet échange, ce serait laquelle ? Si j'ai un conseil pour terminer ce podcast, ce serait de croire en soi, d'être capable et en fait vous n'êtes pas seul, donc renseignez-vous autour de vous, il y a plein de choses qui existent, il faut juste avoir de la connaissance et sortir de sa zone de confort pour aller dans une zone de peur au début, puis ensuite d'aller dans une zone d'apprentissage et ensuite vous allez dans une zone de magie finalement. Au fur et à mesure du temps, quand vous êtes dans votre zone de confort et que vous en sortez, vous allez vous découvrir vous-même et voilà, c'est pas possible aujourd'hui en 2024 de pas savoir faire ses impôts et de tout déléguer par exemple à son conjoint. C'est pas possible de pas savoir combien est-ce qu'il gagne alors que lui il sait. Tout ça, c'est un droit en fait. Vous êtes dans une position où vous avez le droit de demander et d'avoir une réponse à tout. Sinon, c'est pas une relation de confiance, c'est pas une relation d'amour, c'est pas une relation durable. J'aime bien ce que tu dis. Merci de le partager parce que c'est ça peut-être pour avoir une relation d'amour qui puisse durer. C'est vraiment une position d'adulte et de confiance. Et donc, tu donnes vraiment des clés. C'est pour ça que je suis très contente de faire ce podcast avec toi. Merci d'avoir accordé ce temps-là. On sait que tu viens de loin, tu habites en Bretagne, mais tu es en train de déménager à Toulon. Donc, sachez que dans le sud, à Toulon, tu es là. Et merci en tout cas, Marine, pour toutes les propositions que tu fais. Donc, affaire à suivre. Merci Marine. Au revoir. À bientôt Thérèse.